l'interface sciences animales écologie. Donc, je suis directeur de recherche à l'UNRWA. J'anime une équipe qui travaille sur la conciliation des enjeux de production et d'environnement dans les territoires et dans les filières. Donc, c'est une équipe dans laquelle nous travaillons pas spécifiquement sur l'agriculture biologique. Donc là, je m'en excuse parce que je n'ai pas énormément d'exemples relatifs à ce mode de production. Mais on travaille sur, on va dire aussi, les systèmes à faible niveau d'intrants, donc pas forcément dans la logique de la certification bio, mais ces systèmes nous intéressent. Et moi, particulièrement, tout mon début de carrière s'est fait là-dessus, sur les systèmes pastoraux. Donc en fait, Philippe Lacombe disait que la diversité, c'est quoi, courage fuyons. Donc là, en fait, on va quand même essayer de se fixer là-dessus. Je vais essayer de montrer en quoi la diversité peut être un facteur de résilience dans les systèmes agricoles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais donc évoquer rapidement qu'est-ce qu'on met derrière résilience. Actuellement, je crois au cours des 12 derniers mois, tous les congrès internationaux de sciences agronomiques auxquels je me suis rendue avaient dans leur mot-titre, enfin dans leur mot-clé, résilience. Okay, mais bon, on va voir que c'est vraiment un concept dont la recherche est en train de s'emparer, qui est peut-être potentiellement intéressant, mais comme le souligne notre collègue économiste, les concepts, ça sert pour penser, ça doit aussi servir pour agir, et la grosse question aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure la résilience est vraiment quelque chose d'opérationnel pour l'action. Alors, dans résilience, il y a deux idées. Il y a l'idée de changement et il y a l'idée d'auto-organisation. Alors, changement, c'est vous, moi, en tant qu'individu, de combien pouvons-nous changer sans perdre notre identité, ou encore de combien un système agricole peut-il ou doit-il changer avant de devenir un autre type de système. Donc, cette idée de changement est extrêmement importante. L'idée d'auto-organisation, donc un exemple très simple pour l'auto-organisation, c'est la température de notre corps. Donc on a une température qui s'autorégule à 38 degrés. Donc si la température baisse, nous allons frissonner et ça va permettre de faire remonter la température. Et puis si la température augmente, nous allons transpirer et ça va permettre de redescendre à la température de notre organisme. Donc l'idée de l'auto-organisation, c'est l'idée qu'il y a dans les organismes, dans les systèmes, des rétroactions. C'est très important. Et donc là, je vais utiliser une métaphore, la métaphore de la boule et du bassin, qui a été développée par Brian Walker, qui est un écologue australien, qui est un des grands penseurs actuels de la résilience. Donc cette métaphore pour vous expliquer un petit peu très rapidement les idées dans la résilience. Alors, imaginons que ce bassin et cette boule définissent un système. Imaginons par exemple que la boule, c'est la température. Si le système se transforme, la boule monte sur le bord du bassin, vous voyez que logiquement, elle va redescendre vers son point d'équilibre. Mais il peut y avoir des moments où la boule va franchir une limite. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Elle peut éventuellement rebasculer dans un nouveau bassin et converger vers un nouveau point d'équilibre. Toute la question est de savoir si ce nouveau point d'équilibre est viable ou pas. Par exemple, dans notre cas, si c'est 41 degrés, vous le savez, nous mourrons. Donc, on peut avoir de nouveaux états d'équilibre qui soient durables et puis des nouveaux états d'équilibre qui soient non durables ou non viables. Alors, ceci étant expliqué, voilà la définition formelle que donne Brian Walker. Donc la résilience, c'est l'aptitude d'un système à absorber des perturbations, à changer, et néanmoins à conserver la même fonction, la même structure, la même identité et les mêmes rétroactions. Donc vous voyez, la définition est un petit peu aride et il n'est pas forcément aisé de mettre du concret, en tout cas de retranscrire tout ça dans le cas des systèmes agricoles. Alors, il y a une hypothèse majeure et qui va en fait structurer mon exposé, c'est l'idée que la diversité, et donc là j'insiste, c'est la diversité biologique, la diversité technique, mais également la diversité organisationnelle,
jouerait, donc j'ai mis un conditionnel, hein, ce qui fait que je ne suis pas forcément convaincue à 100%, mais en tout cas jouerait un rôle central dans la résilience des systèmes agricoles. Donc je vais structurer la présentation en 3 temps. La première partie, j'argumenterai sur finalement pourquoi il y a ce regain d'intérêt autour de la diversité et ses liens à la résilience. Puis après, dans une deuxième partie, en fait, j'essaierai d'apporter des exemples à différents niveaux d'organisation en fait, des systèmes agricoles et qui vont nous montrer qu'en fait, bon, la diversité, de mon point de vue, c'est pas une panacée, ça peut être un atout, mais aussi une contrainte. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre en fait, qu'il faut la penser et en relation avec cette nouvelle propriété qui intéresse le système agricole, qui est la résilience. Donc, bon, pour terminer, je poserai quelques pistes et justement pour relier en fait diversité et résilience. Alors, pour première partie, donc pourquoi s'intéresser à la diversité? Bon, bah, tout d'abord, essayons de définir la diversité. Donc là, j'ai pris 2 définitions. En fait, la première est proposée par Robert Barbeau, et qui est un écologue, et puis la deuxième est proposée par François Jacob, donc un biologiste extrêmement important. Barbeau dit que la diversité, c'est la vie. C'est la garantie d'un développement sans cesse renouvelé, c'est la capacité d'adaptation au changement, aux imprévus, et la diversité aussi est une source d'innovation, une source possible d'innovation. François Jacob, lui, quand il parle de la diversité, il insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de sélection, donc sélection naturelle, et donc de changement, qu'entre ce qui n'est pas identique. Donc vous voyez qu'en fait, à travers ces 2 définitions, nous avons premièrement un point clé qui relie bien diversité à résilience, c'est la question de la capacité d'adaptation au changement, qu'on retrouve dans les 2 définitions. Dans la définition de Jacob, c'est vraiment l'idée que la diversité, c'est le moteur du développement de la vie. Et que dire d'autre? Peut-être ce qui n'est pas extrêmement simple, c'est en quoi la diversité peut être une source d'innovation. Donc c'est ce qu'on voit dans l'affirmation de Barbeau. Donc là, on verra dans la suite de l'exposé qu'est-ce que ça peut signifier cette idée de source d'innovation. Alors en fait, est-ce que d'un point de vue des systèmes agricoles, on peut être d'accord ou pas avec ces définitions? Alors je dirais oui et non. Alors oui, parce que finalement l'agriculture a été un formidable moteur de création de diversité biologique. Si on en juge par toutes les espèces animales et végétales qui ont été créées par l'homme depuis le néolithique, on ne peut que être d'accord avec l'intérêt de cette diversité. Et non, parce que le paradoxe, c'est qu'au cours des 40 dernières années, l'agriculture a aussi été un formidable moteur d'érosion de la diversité. Donc aujourd'hui, on est un petit peu confronté au paradoxe suivant, c'est que le modèle qui s'est structuré est le modèle agricole dominant, ou le modèle conventionnel, ou le modèle industriel, je ne sais pas, peu importe le nom, mais en tout cas le modèle dominant, s'est structuré sur l'idée de nier la diversité, il s'est structuré sur l'idée de l'homogénéisation, de la spécialisation des systèmes et des paquets technologiques permettant de s'affranchir des contraintes et des facteurs du milieu. Or, l'idée qui est au cœur de la diversité, c'est de faire avec les contraintes, avec les caractéristiques du milieu, plutôt que de s'en affranchir. Donc le paradoxe que nous avons aujourd'hui, il est dans le discours, c'est-à-dire le regain d'intérêt sur la diversité, et puis finalement un modèle dominant dont la logique est complètement déconnectée de la diversité. Alors, peut-être juste pour supporter la suite de mes exposés, donc le mot-clé des exemples, ça va être diversité.
mais en fait, je vais aussi parler de variabilité et d'hétérogénéité. Donc là, pour faire vite, en fait, la diversité, c'est une vision statique. La variabilité, c'est la vision dynamique de la diversité. Et puis, l'hétérogénéité, c'est la vision organisée dans l'espace de la diversité. Alors, cette diversité, cette variabilité, cette hétérogénéité, on va dire que le début des années 90, voilà, il y a toute une série de travaux qui concernent les systèmes d'élevage extensifs et qui vont mettre l'accent sur le fait que la diversité, c'est une assurance par rapport à des conditions changeantes et imprévisibles. Ça peut être un atout pour valoriser les ressources hétérogènes. La diversité peut permettre de stimuler, tamponner la productivité temporelle, par exemple la productivité temporelle d'une prairie. Alors ces idées, je pense que voilà, elles se sont développées, mais elles sont restées cantonnées dans le domaine des systèmes d'élevage extensif et de l'extensification du début des années 90. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle idée qui émerge, donc qui est l'idée que la diversité est le support des capacités adaptatives. Et ça, c'est une idée qui se développe, enfin que nous explorons actuellement dans les troupeaux, alors plutôt des troupeaux, en l'occurrence intensifs, des troupeaux caprins laitiers. Donc finalement, la diversité revient à l'agenda des systèmes, y compris des systèmes conventionnels. Et puis, deuxième idée, que je vais illustrer pas mal, l'idée que l'hétérogénéité, donc la diversité dans l'espace, peut être un levier pour la conciliation production-biodiversité. Et enfin, la troisième illustration que j'apporterai, c'est l'idée que la diversité peut être une contrainte. Et là, je prendrai des exemples en lien avec l'organisation du travail. Donc, en gros, on va voir plusieurs facettes en fait, de la diversité dans les systèmes agricoles et à différents niveaux d'organisation. Alors, le premier exemple, en fait, c'est un exemple justement dans les troupeaux caprins laitiers du Poitou, donc sur lesquels j'ai plusieurs projets en fait, depuis un certain nombre d'années, qui tournent autour de la variabilité en fait, des réponses animales, donc la vision dynamique de la diversité. Est-ce qu'on peut piloter cette variabilité et si oui, quelles sont les stratégies en fait, pour la piloter? Donc je vais illustrer là pourquoi cette variabilité est un objet très compliqué à piloter. La première raison, c'est que, donc là ce que je vais vous montrer en fait, c'est des courbes de production laitière, de chèvre. Vous voyez, imaginons un troupeau. Donc on a en fait un premier niveau de diversité qui est dans les potentiels. Vous voyez qu'on a une certaine diversité ici dans le troupeau qui est juste liée à la diversité des types d'individus et de leur potentiel génétique. En fait, à cette diversité, qui déjà là n'est pas que biologique, puisqu'en fait c'est quand même l'éleveur qui façonne en fait la proportion des différents génotypes qu'il a dans son troupeau, à cette diversité va s'ajouter un levier supplémentaire qui est la repro. Donc là, une fois que les femelles ont été mises en repro, lorsque vont démarrer les lactations, on va avoir des décalages en fait, dans les cycles biologiques qui sont liés au fait que toutes les femelles n'auront pas été fécondées exactement au même moment. Et puis, le troisième niveau, c'est la question de l'alimentation et de ce que chaque individu va ingérer et répondre en sortie. Donc là, vous voyez qu'on a un niveau supplémentaire de diversification de la variabilité individuelle. Alors bon, là, je vous le montre sur une campagne, ok, mais bon, il faut voir que tout ça va se déformer au cours du temps, se complexifier. Donc évidemment, quand on est face à ça, le discours, la diversité c'est un atout, bon ok, mais comment on fait pour obtenir les niveaux de diversité qui sont importants pour un élevage par exemple? Alors je pense que le premier truc c'est qu'on est obligé de mettre en place des clés de lecture pour simplifier cette réalité complexe.
Donc regardez le troupeau comme une combinaison de types de femelles. Alors là, bon, j'ai une combinaison assez simple sur le coût alimentaire du isolé et puis la production laitière sur la carrière. Vous voyez que bon, là, c'est les femelles qui sont super intéressantes parce qu'elles ont le coût alimentaire le plus faible et puis la production la plus forte. Donc on va dire qu'un troupeau super intéressant pourrait être un troupeau de ce type-là, sauf qu'en fait, les troupeaux uniformes de ce type-là, où on a vraiment une optimisation totale de l'efficience, en fait, ils n'existent pas dans la vraie vie. Donc en fait, c'est des combinaisons de ces types qui vont structurer les troupeaux. Et du coup, ça nous renvoie à l'idée d'auto-organisation en lien avec la résilience. C'est que c'est la façon dont la diversité va être structurée dans le troupeau qui va déterminer son auto-organisation et donc sa résilience. Alors là, nous, on est en train de faire des explorations très théoriques là-dessus. Et je dois dire que autant on arrive bien à développer les modèles mathématiques qui nous permettent d'avoir un certain nombre de démonstrations, etc., dès qu'on passe sur le côté empirique avec des données de la vraie vie, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le deuxième exemple, c'est sur l'hétérogénéité. Donc en fait, là, il y a eu toute une série de travaux qui ont émergé au début des années 2000 autour de l'idée l'hétérogénéité, c'est bon pour la biodiversité et c'est la clé pour enrayer le déclin de la biodiversité. C'est une idée, ça, qui a été mise en avant par des écologues. Et souvent, dans les conclusions de leur papier, ils terminaient en disant du coup, il faut favoriser des pratiques qui assurent l'expansion de l'hétérogénéité dans les paysages agricoles. Alors, je me suis intéressée à cette question par rapport aux deux facettes de l'hétérogénéité, c'est-à-dire se dire, mais finalement, c'est quoi les niveaux d'hétérogénéité dont on a besoin, et pas seulement pour la biodiversité, mais pour concilier biodiversité et production. Et puis, deuxième idée, c'est quoi les niveaux d'hétérogénéité qui sont atteignables par les systèmes agricoles. Ça renvoie un petit peu à l'élément de notre discussion. Donc, dans l'hétérogénéité, alors là, je suis désolée parce que c'est vraiment pourri, mais bon, là, c'est un paysage 100% prairie dans le pays d'Auge. Donc, vous voyez des toutes petites parcelles et puis un certain niveau de linéaire de haies. Et puis là, c'est un paysage, je ne sais plus, c'est en Saône-et-Loire, je crois. Donc là, on a un mélange de prairies, de cultures sur des parcellaires beaucoup plus grands. Donc en fait, on a ce qui est résumé ici, c'est que l'hétérogénéité, c'est à la fois une question de composition, donc quels sont les différents types d'éléments que j'ai dans mon paysage, mais c'est aussi une question de structure, c'est-à-dire comment les différents éléments sont distribués, est-ce qu'ils sont agrégés, est-ce qu'ils sont dispersés. Alors, nous avons montré, je vais passer là-dessus, mais je vais venir tout de suite ici. Un des trucs intéressants qu'on a montré, c'est que l'hétérogénéité du paysage, ça peut être un levier pour la conciliation production-biodiversité. Donc là, ce que vous voyez, en fait, sur ce graphique, chaque point est un paysage. Et donc, pour chaque point, on a sa performance environnementale, donc là, et les tailles de population d'oiseaux à long terme. Et puis, ici, on a la production herbagère qui est exprimée en UGB jour par hectare. Donc, que nous montre ce graphique. Donc, on a simulé plus de 100 000 paysages. Il nous montre d'une part qu'on a effectivement un trade-off, c'est-à-dire que quand on a une bonne performance environnementale, on a une faible performance productive, et à l'inverse, quand on a une bonne performance productive, on a une faible performance environnementale. Mais bon, ça, c'est pas une grande nouveauté. La nouveauté, en fait, c'est l'épaisseur en fait, du nuage de points. Parce que cette épaisseur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour un niveau donné de production, donc là, ici, je prends volontairement ces points rouges parce qu'ils correspondent au paysage de notre terrain d'étude dans le sud Pays de Loire. Donc, pour un certain niveau de production, on peut avoir des gains en termes de biodiversité. Et à quoi sont dus ces gains? Ces gains sont dus à l'hétérogénéité. Ici, on a un paysage homogène. Et dans ce paysage-là, on a exactement les mêmes proportions, mais on a une distribution spatiale qui favorise des complémentarités entre usages et qui, du coup, a des effets bénéfiques sur la biodiversité. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que
nous avons une piste là qui est intéressante, c'est-à-dire que la diversité, donc ici l'hétérogénéité, peut permettre d'améliorer la biodiversité sans perdre en production. Toutefois, il est clair que cette hétérogénéité n'est pas juste le résultat de l'action d'un agriculteur avec ses parcelles dans son coin. En fait, c'est une performance globale qui se construit au niveau d'un paysage et qui résulte en fait de l'action non coordonnée pour l'instant d'agriculteurs qui agissent selon leur logique propre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pour atteindre ces paysages-là, est-ce que on n'aurait pas besoin en fait d'avoir des mécanismes de coordination entre exploitations qui permettraient en fait de réaliser cette performance environnementale. Je vais peut-être passer ça. Bon, c'était sur l'histoire de l'agrégation spatiale de l'intensité. Bon, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais dire autour de l'agrégation spatiale, c'est qu'il y a actuellement tout un débat dans la littérature sur faut-il agréger ou pas le bio. Le bio est-il plus efficace d'un point de vue environnemental, et là je parle du point de vue de la biodiversité, lorsqu'il est agrégé ou lorsqu'il est dispersé. Donc en fait là j'ai fait un schéma, donc j'ai pas mis bio, mais imaginons que on puisse avoir de grands ensembles homogènes, donc des ensembles dédiés à l'élevage, des ensembles dédiés aux cultures, ou des ensembles dédiés à des systèmes à faible niveau d'intrants, donc ça pourrait être de bio, mais peu importe. En fait, il y a la diversité des territoires, la diversité spatiale, il y a différentes grandes options en fait pour la pensée, et je pense que c'est un élément important par rapport aux débats actuels. Alors, comment diversifier? Est-ce qu'on peut diversifier avec quelques patchs encastrés et dispersés? C'est ce que j'ai fait là en fait pour, vous voyez, pour chaque grand ensemble, j'ai remis des patchs des deux autres ensembles. Donc ça c'est quelques patchs encastrés dispersés. D'ailleurs par rapport à ce que disait un collègue précédemment sur la question spatiale et la prise en compte de l'urbain, je pense que ce serait tout à fait intéressant parmi les patchs de mettre un grand carré qui corresponde à l'urbain, et là on pourrait aussi réintégrer l'urbain dans cette discussion. Et puis le troisième scénario, c'est plein de patchs plus ou moins agrégés, qui renvoient à ce que j'évoquais rapidement sur le bio, faut-il l'agréger ou pas, quand est-ce qu'il est plus efficace. Alors le dernier exemple, il est sur la question des systèmes la diversité des systèmes de commercialisation. Là c'est un exemple avec dans des exploitations maraîchères de la plaine de Versailles. Alors ce qui est assez intéressant sur ces exploitations, c'est qu'il y a environ 20 ans, la plupart des exploitations maraîchères de cette plaine fournissaient en fait leur production à Rungis. Donc les collègues de mon labo, donc là c'est Christine Aubry et Jeanne Poulas, ont fait toute une étude l'année dernière dans laquelle en fait elles ont mis en évidence une diversification assez importante des systèmes de commercialisation. Alors on a, c'est pas extrêmement visible, mais ici on a ce que j'ai appelé après la voie historique. Donc là on a les circuits longs, la vente à la ferme et les marchés de plein vent. Donc ça c'est des circuits qui ont toujours existé. Mais ce qui est très intéressant, c'est voilà, c'est ça qui est en train d'émerger, de se démultiplier. Donc c'est pas que les AMAP, c'est toute une série d'opportunités de marché en fait. Et évidemment, ce qui a été assez surprenant a été de constater que parfois une exploitation peut être dans 3, voire parfois 4 circuits de commercialisation. Donc là, vous voyez bien la logique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la diversification des voies de commercialisation comme stratégie en fait de diversification en fait des opportunités de marché et d'écoulement des produits. Et alors, pour terminer, en fait, elles se sont intéressées, dans le cas des circuits courts, en
quoi le choix du système de commercialisation influe en fait sur le fonctionnement de l'exploitation. Alors, le système de commercialisation, c'est le type de système, c'est la quantité de produits qui est écoulée via ce type, et puis évidemment, c'est le nombre de voies alternatives. Et donc là, il apparaît qu'on a un trade-off entre la nécessité, enfin un arbitrage entre la nécessité d'assurer une certaine diversité de produits, et puis la question du travail, de sa simplification et de la capacité à faire fonctionner le système. Parce que dans ces systèmes, on trouve en pleine saison jusqu'à 50 espèces qui sont cultivées simultanément. On trouve, comme je le disais, la coexistence de plusieurs circuits courts et parfois même des combinaisons circuits longs et circuits courts. Et donc, forcément, cette diversification sur la composante, enfin, pour répondre à la question de la diversité des produits, elle a une conséquence sur, elle induit des simplifications, donc par exemple des regroupements spatiaux de certaines cultures, des impasses sur certains traitements. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'idée que la diversité, y compris, on peut la penser sur le niveau circuit de commercialisation, mais que surtout, il y a un trade-off qui, lui, va s'opérer sur le niveau du fonctionnement, en fait, du système de production. Alors, pour terminer, j'ai résumé un petit peu les idées sur, pour mettre en parallèle, en fait, ce qui était au cœur de cet exposé, c'est-à-dire la diversité, et puis ce qui était la finalité de la diversité, c'est-à-dire la résilience. Donc le premier élément, c'est gérer la diversité. Je pense que derrière, il y a du contenu à mettre qui n'est pas seulement du contenu sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire gérer? Est-ce que c'est canaliser? Est-ce que c'est amplifier? Est-ce que c'est segmenter la diversité? Et je pense que de ce point de vue-là, l'exemple du troupeau en caprin laitier est le plus symbolique. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire la diversité c'est génial. Je pense que la diversité, dans sa gestion au quotidien, c'est extrêmement compliqué. Donc là, il y a une piste canalisée, amplifiée, segmentée. Et ce qui veut dire que du côté de la résilience, ces trois pistes, elles représentent différents modes d'auto-organisation du système et donc différents modes de résilience. La deuxième idée, c'est que le pilotage de la diversité, il fait qu'on a un besoin accru d'informations sur le système et on a également besoin en fait, de clés de lecture typologique pour simplifier en fait, la réalité que l'on observe. Là, je pense que un des verrous, enfin une des connexions avec la résilience, c'est la question des indicateurs d'alerte pour anticiper les situations de fragilité du système. C'est quelque chose qui est actuellement exploré en écologie théorique. On est en train, nous, de lancer un projet, là encore, très théorique sur le troupeau. Et je pense qu'on est très loin d'avoir ces fameux indicateurs d'alerte. Pourtant, on ne peut pas penser la résilience en dehors de son corollaire qui est la fragilité, et on ne peut pas penser la question du pilotage de façon déconnectée d'indicateurs d'alerte. La dernière idée, donc là, qui est pas, comment dirais-je, pas spécifique en fait à cette intervention, mais qui, je pense, est quelque chose qui concerne de façon très globale l'agriculture et sa transformation. C'est que nous avons besoin de mieux cerner les limites entre lesquelles maintenir les différents critères de performance de l'agriculture. Et ceci veut dire que nous avons besoin, comme je le disais sur l'exemple de la température, ou l'exemple de la métaphore de la boule et du bassin, ce qui compte, c'est de faire varier le système, d'explorer ses frontières, mais évidemment pas de franchir les frontières. Donc vous voyez un petit peu la composante l'équilibrisme qu'il y a dans cette réflexion. Donc moi, pour conclure, je dirais que la diversité, c'est pas une panacée au sens où ça ne peut pas être un remède miracle. Une des questions que je me pose et qui là est très liée à des données empiriques,
sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, c'est que je me demande dans quelle mesure il n'y aurait pas un paradoxe entre cette idée de diversité et l'agrandissement des exploitations. Et ceci, je vous le dis, je l'ai étudié sur des systèmes d'élevage très extensifs du sud Pays de Loire, donc c'est pas, comment dirais-je, je pense que même dans ces systèmes extensifs, l'agrandissement peut amener à des simplifications qui ne vont pas favoriser le développement de la diversité ou de l'hétérogénéité. La deuxième idée, c'est que la diversité d'un paysage, mais on pourrait dire aussi la diversité d'un circuit de commercialisation n'est pas une affaire individuelle. Et je pense qu'il y a vraiment là l'idée d'innovation organisationnelle à rechercher pour, à travers le collectif, trouver des voies qui vont permettre de faire de la diversité un atout plutôt qu'une contrainte. Donc c'est ma dernière phrase en fait sur l'idée que la gestion de la diversité ne va pas de soi et peut-être que les compromis, on peut les chercher du côté de la dimension collective et donc des innovations organisationnelles. Donc pour terminer, en fait, j'ai mis... donc là c'est le bouquin de Brian Walker et derrière, au dos du bouquin, il dit bon, penser la résilience c'est quoi? Et puis il décline plein de points. Donc j'en ai retenu deux qui me semblent extrêmement importants. Donc penser la résilience, c'est chercher à comprendre les qualités qu'un système doit maintenir ou renforcer pour durer dans le temps. Et puis la deuxième idée, c'est penser la résilience, c'est ouvrir des options sur le futur, sur les futurs possibles, plutôt que de fermer les portes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.